de, de dernier moment, mais je vais essayer de vous restituer très fidèlement les échanges que l'on a eus. Sur l'anti-gaspi alimentaire. Donc, on va être sur ce premier volet d'abord, de la revalorisation des déchets alimentaires et toutes les solutions qui sont proposées à ces parties prenantes. Et puis ensuite, on aura l'intervention d'Olivier Saloum, qui est le directeur grand compte de l'entreprise d'insertion Moulineau, pour la valorisation en énergie des biodéchets quand la redistribution n'a pas été possible. Voilà. Donc, le graphie. Qu'est-ce que le graphie? J'espère que les petites étiquettes en haut ne vous gênent pas. Alors, donc, le groupement régional des acteurs franciliens de l'insertion par l'économique, c'est donc ce qu'on appelle un interréseau. Vous y retrouverez des représentants de réseaux de structures d'insertion qui ont des formats un peu différents. Donc, on va avoir les fondations des acteurs de la solidarité, chantiers écoles, qui vont intervenir sur des chantiers d'insertion majoritairement. Le CORAS, qui aussi accompagne les associations intermédiaires, que je vais vous présenter après, et d'autres des entreprises d'insertion également. Nous, la Fédération des entreprises d'insertion, et puis le mouvement des régies de quartier également. Donc notre rôle, c'est donc de promouvoir l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Il y a des critères qui définissent une personne éloignée de l'emploi. Ça peut être une personne au chômage de longue durée ou qui a un certain nombre de freins périphériques au fait de pouvoir signer un contrat de travail de toutes sortes. Ça peut être la santé, ça peut être des difficultés budgétaires, ça peut être l'apprentissage de la langue, ça peut être des problèmes de garde d'enfants, le logement, voilà. Et donc ces personnes sont accompagnées, comme je vous l'expliquerai un peu plus tard, 2 ans au sein de nos structures. Et puis, donc, le but du graphie, c'est de soutenir le développement économique des structures d'insertion, la montée en compétences des salariés, les achats responsables, parce que dans un certain nombre de marchés publics et privés, il y a de plus en plus de clauses et de critères sociaux, et puis aussi de préparer à des métiers en tension. Donc ici, très rapidement, nous vous enverrons bien sûr la présentation et le replay. On a 2 grands types de structures d'insertion. On va avoir d'un côté ce qui est du ressort de la mise à disposition de personnel, où là, vous allez avoir des associations intermédiaires avec des territoires très précis, qui vont mettre à disposition leurs salariés en insertion chez des particuliers ou parfois pour remplacer du personnel absent dans des collèges, dans des collectivités ou auprès d'entreprises. Et puis, vous allez avoir les entreprises de travail temporaire d'insertion qui vont être plus sur un modèle type agence d'intérim spécialisée dans l'insertion, donc un modèle plus marchand, et qui vont intervenir dans de nombreux secteurs, comme les associations intermédiaires. Ça peut être du bâtiment, ça peut être des espaces verts, ça peut être des prestations aussi de services. Et donc, elles ont quand même des critères qu'on appelle de triple exclusivité, de moyens, de public, c'est-à-dire qu'elles n'embauchent que des personnes en insertion. Activités, moyens et publics. Et puis, l'autre grande catégorie de structures d'insertion, ça va être les structures qui emploient quotidiennement leurs salariés chez elles pour produire des biens et des services. Donc, elles les ont au quotidien. Les personnes ne sont pas en tripartite dans une autre organisation. Et donc, on va avoir d'une part les ateliers et chantiers d'insertion qui accueillent plus des personnes en remobilisation, un petit peu plus éloignées de l'emploi. Et le modèle marchand des chantiers d'insertion va limiter leur chiffre d'affaires. Alors, désolé, je n'ai pas réactualisé, c'est peut-être 50% dans le cadre d'une réforme très récente et non pas 30% de l'aide au poste, c'est-à-dire de subventions, on va dire, pour couvrir le déficit de productivité ou le besoin d'accompagnement en encadrement technique et en chargé d'accompagnement socio-professionnel. Et puis l'autre modèle de structure d'insertion en production de biens et services, ça va être l'entreprise d'insertion, qui va respecter des règles économiques d'une TPE-PME en appliquant la convention collective de son activité. Et on va être plutôt sur des activités de 35 heures un peu plus exigeantes peut-être. Donc il y a des passerelles entre les structures d'insertion. Une personne peut arriver en association intermédiaire, en chantier d'insertion, puis peut-être finir en EI. En général, elle peut faire une structure où elle a un parcours de 24 mois et ces passerelles sont possibles par rapport à son autonomisation et son projet aussi dans le monde du travail. Les régies de quartier font partie des EI, elles ont une spécificité d'être traitées dans les quartiers, par les élus, les habitants, etc. Et puis il y a aussi en expérimentation l'entreprise d'insertion par le travail indépendant qui prépare aussi à ces métiers d'auto-entrepreneurs et qui peuvent aussi déboucher sur des parcours de salariat, mais qui les accompagnent vraiment dans cette première expérience d'entrepreneuriat.
Plein de secteurs d'activité, donc historiquement le bâtiment, les espaces verts, le nettoyage, la restauration, la logistique, beaucoup, de plus en plus, le transport, le textile, l'économie circulaire, les ressourceries, le multimédia. Toutes les structures sont à retrouver ici sur le site du Graphi avec un certain nombre de détails sur leurs activités, leurs références, etc. Donc, ce webinaire, en fait, il rentre dans le cadre d'une approche filière du Graphi. Donc, par exemple, la phase va être sur la structuration du textile, chantier école sur le numérique et le cycle. Nous, on est sur l'économie circulaire, ce qui est un peu transverse. Et qu'est-ce qu'on fait chaque année? On publie une newsletter trimestrielle qui est thématique ou spécifique à une filière. 2 actions structurantes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un webinaire au printemps et un speed meeting à l'automne. On a actualisé l'an dernier le guide régional des structures d'insertion. Elles sont passées de 2019 à une soixantaine à quasiment 140 identifiées. Comme il s'ancrait souvent, on n'est peut-être pas totalement exhaustif, mais quand même, ce guide, elles sont classées par activité et par département. Donc, c'est aussi une bonne ressource. Et puis, on a des supports de communication mettant en valeur différentes initiatives. Voilà. Donc, Lynn Garcia, qui est en alternance avec nous pour 2 ans, va vous présenter ses découvertes dans des études sectorielles, à la BNF, enfin, les actualités un peu réglementaires de cette filière. Voilà. À toi, Lynn. Oui. Non, mais vas-y, parle ton micro. Je pense parce que... Excusez-moi, je coupe mon micro pour laisser Lynn s'exprimer. Voilà. Bonjour à tous. Ok. Donc, et le diaporama. Merci pour votre patience. Nous y voilà. Est-ce que vous nous entendez toujours bien? Ok. Donc bonjour à tous, donc moi je m'appelle Lynn Garcia. Donc au cours de un petit peu ce travail de recherche, je vais vous exposer très rapidement le cadre institutionnel et un petit peu les grands enjeux de cette filière, donc aussi bien du point de vue anti-gaspillage que du point de vue biodéchets. Je vais vous expliquer, je vais juste vous dire quelques chiffres, quelques données qui peuvent être un petit peu importantes et qui peuvent exposer aussi également c'est quoi les grands enjeux du gaspillage alimentaire actuellement en France et aussi ce qui a pu marquer au niveau législatif toute cette évolution au niveau de l'anti-gaspillage et du biodéchet. Et ensuite, je vous évoquerai quelques points, quelques enjeux, on va dire, clés sur cette filière-là. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, voici quelques chiffres, notamment sur le gaspillage alimentaire. Donc, on est autour de 10 000 tonnes de produits alimentaires jetés par an. Et ça, c'était en 2016. Les chiffres sont plutôt vieux parce qu'il y a eu pas mal de changements de critères, de mesures pour ce gaspillage alimentaire. Mais en 2016, on avait entre 8 et 10 millions de tonnes de produits alimentaires jetés. On peut voir que regrouper la consommation et la production, on est autour de 65-66%. Donc c'est quand même ces deux groupes-là de sources de gaspillage alimentaire. On peut voir voilà, que c'est vraiment 2 points à travailler qui ont été un petit peu centrales lors de ce travail. Et que sur le coup, ces tonnes de produits jetés, ça équivaut à peu près 16 milliards d'euros de valeur jetée directement à la poubelle et ça représente aussi 3% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Donc, à partir de ces données en 2016, de cette prise de conscience, il y a eu plusieurs lois qui ont été mises en place. Qui ont été donc les suivantes. Donc, on a la loi 2016, donc la loi Garot, 2018 Egalim et la loi AGEC. Avec actuellement, la législation française, c'est l'une des plus avancées dans le monde en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, même si on est les plus avancés, vous verrez qu'on a encore pas mal de choses à faire, pas mal de travail à faire là-dessus.
Mais malgré tout, la loi de 2016 sur donc la loi Garot, elle a quand même permis de poser certains cadres, notamment cette interdiction de détruire des invendus alimentaires encore inconsommables et la mise en place de dons à des associations pour les distributeurs. Et également, on a eu en 2016 avec cette loi la définition de cette hiérarchie de lutte, d'action de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc d'abord la prévention, puis le don ou la transformation. Ensuite, on a la valorisation dans l'alimentation animale et ensuite on arrive à la valorisation via le compost ou la méthanisation. Donc voilà, ça arrive plutôt en dernier. Mais on retrouve cette volonté d'anti-gaspillage et cette volonté de biodéchets dans cette loi Garot. En 2018, donc 2 ans plus tard, on a la loi Egalim qui vient un petit peu étayer et améliorer certains points de la loi Garot, notamment sur la mise en place de plans de gestion de qualité du don pour les distributeurs. Et on a rajouté également l'interdiction de détruire des denrées alimentaires encore consommables, cette fois-ci pour les opérateurs de restauration collective, avec encore une fois la mise en place de dons à des associations. On a également, durant cette loi Egalim, un élément important, et on va dire qui s'est beaucoup démocratisé, c'est pour les restaurations, pour les restaurants, de proposer d'emporter la nourriture qui n'a pas été consommée complètement à travers le principe du doggy bag. Enfin, en 2020, on arrive à une loi importante qui est la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Donc, elle est large, cette loi, elle évoque plein de points de l'économie circulaire, mais elle a rajouté certains points sur ce point-là de gaspillage alimentaire, notamment avec un nouveau renforcement sur le plan de gestion de qualité du don et un élargissement des obligations aux opérateurs du commerce du gros alimentaire. Et on a également un rajout avec des objectifs de réduction de gaspillage, donc moins 50% en 2025 pour la distribution alimentaire et la restauration collective par rapport à il y a 10 ans, donc 2015, et 50%, moins 50% en 2030 pour les producteurs et transformateurs alimentaires et les restaurants, donc les restaurants commerciaux. Et enfin, la loi 2020, elle a pu également mettre en place un label national dit anti-gaspillage alimentaire. Donc là, on est un peu plus sur ces notions d'anti-gaspillage dans ces lois-là. C'est vraiment la loi Garot, la toute première, qui a permis de mettre les biodéchets, et ensuite la loi Egalim et AGEC ont pu s'appuyer sur l'aspect sensibilisation et anti-gaspillage. Ensuite, donc par rapport à ces évolutions au cadre législatif, on peut voir qu'il y a eu une amélioration de la prise de conscience des Français, notamment qui s'estiment un peu plus attentifs. On peut voir que voilà, dans les revues, on peut voir qu'il y a 90% qui peuvent encore consommer des produits alimentaires avec des dates de limite de consommation indiquées dépassées, ou bien encore 85% qui aimeraient privilégier un magasin ayant une politique d'anti-gaspillage alimentaire, ou encore certains qui trouvent que la réglementation actuelle est encore pas assez stricte concernant ce gaspillage alimentaire dans les magasins. Mais à la fois, malgré le fait qu'il y a de la sensibilisation, il y a encore du travail parce que il y a encore beaucoup de produits jetés. Notamment, certains, à peu près presque la moitié, disent qu'ils jettent encore au moins un type de produit alimentaire tous les mois. Donc, on a à peu près un tiers sur du pain, des fruits ou bien des légumes. Autour de un petit peu ces réflexions-là, donc ce qui a pu se mettre en place, il y a eu pas mal de champs possibles, parce qu'à travers toutes les étapes, comme on a pu le voir plus tôt, il y a plein de choses à proposer qui sont possibles aussi bien dans la production, dans la distribution, dans la consommation avec la sensibilisation. Donc, il y a quand même pas mal d'opportunités et pas mal pour les personnes qui veulent se mettre dans ce marché-là, dans cette filière-là, pour essayer de trouver une solution concernant ce gaspillage alimentaire. Parce qu'il y a différents publics, voilà, les distributeurs, les industriels, les restaurants, les consommateurs concernés, et on est tous concernés par cette problématique, et surtout qu'elle est plus facilement compréhensible maintenant, et c'est un enjeu un peu plus quotidien pour tous les acteurs aujourd'hui. C'est quelque chose qui me touche tous les jours. Enfin, on peut dire également que l'anti-gaspillage, c'est aussi un marché qui est accessible parce qu'il est en train de monter, il se structure et il s'accélère parce que maintenant, avec ces lois,
Ça a permis de laisser la place à plein de personnes. Ils se structurent parce que les anciens, ils ont pu se mettre. Et on a également pas mal de projets qui se sont mis. Par exemple, on a les PAT, donc les projets alimentaires territoriaux, qui, eux, fédèrent des acteurs de l'alimentation d'un même territoire et qui déclinent le plan national de l'alimentation pour l'alimentation au niveau régional ou au niveau de territoire. Et ils doivent apporter des attentions, des solutions plus systématiques à ce gaspillage alimentaire, à travers notamment, depuis la loi Egalim. Et enfin, on a quand même des enjeux parce que, comme vous pouvez le voir sur la carte, malgré tout, on n'a pas des PAT partout, par exemple en Île-de-France. On peut voir qu'ils sont regroupés sur certaines zones, certains territoires, mais pas partout. Et ben, c'est un peu pareil, c'est un peu les enjeux actuels, c'est sensibiliser les publics, faire en sorte qu'on ait des démarches et des dispositifs de manière homogène, de manière assez répartie sur les territoires, et de faire en sorte de continuer à structurer cette filière de l'anti-gaspillage et des biodéchets. Alors, nous vous proposons maintenant de partager la présentation d'Alexandre de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Alexandre, est-ce que tu veux que je déroule les slides? Est-ce que tu préfères partager ton écran? Oui, non, pas de souci, tu peux dérouler les slides. D'accord. Et merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir intervenir à ce webinaire du Graphi qui est bien entendu adhérent de la CRES et avec qui on a toujours plaisir à travailler. Donc, c'était assez important aujourd'hui pour nous de pouvoir s'exprimer parce que c'est une thématique qui nous tient à cœur, qu'on va développer. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus. Et donc, du coup, pour me présenter, donc moi, c'est Alexandre Kurtz. Je suis chargé de développement territorial à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc, typiquement, je m'occupe des questions des relations avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines. Qu'est-ce que c'est que la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, hein, de manière très, très rapide, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Donc, c'est l'association qui promeut et défend les intérêts de l'économie sociale et solidaire à l'échelle francilienne. Donc, on a à peu près 180 adhérents qui nous confient des missions hein, que sont l'observation de l'ESS dans les territoires, l'accompagnement et l'orientation des structures de l'économie sociale et solidaire, le développement et la mise en réseau de ces structures avec les collectivités, les grands comptes, les partenaires financiers et institutionnels, et aussi des missions un peu plus politiques, de représentation de l'ESS. Voilà, pour vous donner une petite idée, par exemple, la CRES est représentée au Conseil de l'environnement social, le Conseil environnemental, social et économique, le CESE. Et donc voilà, nous on est association, comme je disais, de droit NIF 101 et nos missions, elles sont aussi encadrées par la loi ESS de 2014. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la CRES elle intervient dans ce webinaire? En effet, le lien entre économie sociale et solidaire et transition écologique, il peut ne pas être évident. Mais en fait, si on revient un petit peu à la lettre de la loi ESS 2014, on apprend que l'ESS, elle s'adapte à toutes les activités humaines. C'est un mode de développement économique, et il s'adapte à toutes les activités humaines. Et donc, la transition écologique, c'est aussi une activité sur laquelle on retrouve des structures de l'ESS. Et vous avez des structures de l'ESS qui sont sur les remploi, la réutilisation, la réparation, l'agriculture, la mobilité, la logistique propre, le logement, le bâtiment, l'énergie durable, et bien entendu les questions d'alimentation durable. Et alors pour vous dire aussi quelle vision on porte, nous, en tant que représentants de l'ESS, comment l'ESS apporte à la transition écologique, l'idée étant que sur les enjeux de préservation de biodiversité, sur les enjeux climatiques, on sera tous égaux sur les effets, mais on ne sera pas vraiment égaux sur l'adaptation. Donc plus vous êtes défavorisé, plus vous subissez des discriminations, moins vous avez de chance, ou plus vous subissez en fait de plein fouet les effets de la transition, enfin du réchauffement climatique par exemple. Et donc nous, ce qu'on porte, c'est vraiment une vision de la transition écologique juste et équitable pour tous, et qui aussi se fait
dans une certaine forme de démocratie pour une meilleure acceptabilité de la transition. Et donc pour ça, on considère que les modèles de l'économie sociale et solidaire sont une réponse à apporter justement aux grands enjeux de biodiversité, climatique et de transition écologique au global. Euh, tu peux passer à la suivante. Et donc, du coup, nous, on fait ce travail aussi de mettre en avant, de promouvoir toutes ces super structures de l'ESS qui sont engagées dans la transition écologique. Et donc, pour ça, je vous invite à voir, là, je m'adresse à la fois aux collectivités et aux structures qui sont présentes aujourd'hui, de vous référencer sur Carteco. Donc pour les structures, vous vous référencez sur Carteco, qui est notre carte contributive qui recense l'ensemble des acteurs dans toute la France, des acteurs de la transition écologique. Et pour les collectivités, ça vous fait aussi une super base de données pour savoir quels sont les acteurs proches de chez vous. Donc c'est une carte qui est contributive et modérée. Donc les informations qui y sont vérifiées, les structures existent bien, les contacts sont à jour. Donc là, super outil pour vous faire connaître et connaître aussi les structures qui sont sur votre territoire. Euh, et bien entendu, hein, je l'ai peut-être pas, je l'ai peut-être pas dit, mais euh, peut-être que certains ne le savent pas, mais l'IAE, donc l'insertion par l'activité économique, est de plein droit, est un agrément de plein droit de l'économie sociale et solidaire. Toutes les structures de l'insertion par l'activité économique font partie de l'économie sociale et solidaire. Donc là-dessus, on fait partie d'une même maison et c'est pour ça que je voulais avoir un petit peu un propos d'abord un peu plus global sur l'ESS pour vous donner un peu du grain à moudre. Mais bien entendu, tout ce que je dis s'applique également à l'insertion par l'activité économique. Ça va de soi. Et donc, pourquoi est-ce que cette économie sociale et solidaire et par le fait de l'insertion par l'activité économique participe à une forme de transition écologique juste et durable? Ben, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, bien entendu, enfin, je pense que vous le savez et le constatez, mais c'est toujours bien de le rappeler, l'économie sociale et solidaire, elle a certes une exigence de viabilité économique, mais aussi elle produit des retombées sociales et économiques qui sont intéressantes pour les territoires, hein. Donc, en tant que structure de l'IAE, si vous êtes engagé dans la transition écologique, c'est super important aussi d'avoir ces éléments-là en tête que, bah oui, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie du lien social. On va créer des solidarités, on va aller viser des objectifs d'inclusivité. On n'est jamais seul quand on est une SIAE ou une structure de l'ESS, hein. Il y a des réseaux, il y a des connexions qui se font, il y a des coopérations. Et donc, en fait, on sort un peu de cette logique de concurrence et on crée vraiment de la valeur ajoutée dans les territoires. Super important, et ça, je le dis aussi pour les collectivités, hein. L'ESS, par ses modèles, c'est des emplois locaux et non délocalisables. Donc, hein, et quand on parle en plus de transition écologique, on parle de métiers d'avenir qui sont amenés à durer dans le temps. Donc, super important de soutenir les structures ESS. Et c'est aussi un relais de la démocratie locale. Donc, ça, quand vous êtes citoyen, bah, vous pouvez participer de manière démocratique à des structures de l'ESS. Ça, c'est indéniable. Et plus résilientes, les structures de SS ont en général un meilleur taux de survie en cas de crise que les entreprises classiques. Et pour autant, et là je m'adresse un petit peu aussi plus aux collectivités qui peuvent être présentes aujourd'hui, c'est une économie qui a besoin aussi d'être soutenue parce qu'il y a des contraintes externes qui sont fortes et qui viennent un peu fragiliser les modèles économiques. Donc, hein, la baisse des financements, ça c'est quelque chose qui est absolument délétère. On a aussi l'augmentation des frais. Le foncier, c'est toujours une problématique. Et on est de plus en plus, les SIAE, autant que toutes les autres structures SS, sont aussi de plus en plus mis en concurrence. Donc là aussi, vigilance là-dessus. Et c'est aussi, voilà, pour ça, super important de soutenir l'économie sociale et solidaire. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Et donc, parmi les activités dans lesquelles les activités de la transition écologique dans lesquelles les structures de l'ESS peuvent s'intégrer, et aussi, donc, aussi par la même occasion l'insertion par l'activité économique, c'est la filière biodéchets. Donc il y a des constats, hein. Lynn a commencé un petit peu à les dresser, mais en Ile-de-France, on est pas en dessous de 5% de biodéchets qui sont triés.
On a des collectivités qui ont des avancements assez divers sur la mise en place de solutions de tri à la source de biodéchets depuis 2024. Et il y a un autre constat qu'on peut faire, c'est que, en effet, il y a des capacités de traitement, mais c'est sur la collecte, en fait. On peut traiter l'ensemble des biodéchets, il y a suffisamment de plateformes de compostage, il y a suffisamment de plateformes de méthanisation, mais c'est sur la collecte qu'il y a un gros manque, et on n'arrive pas à les capter tous les biodéchets. Et donc, ce qui nous amène à la réflexion suivante, et Lynn l'a dit aussi, c'est que c'est vraiment un marché en construction. Alors, vous avez des pionniers de l'ECS qui s'y sont lancés. Vous aurez, bien entendu, Moulineau juste après, qui est aussi un acteur historique de l'ECS qui s'est lancé dans la collecte et le traitement des déchets. Vous avez les majors donc de l'économie classique qui aussi s'y intéressent de plus en plus. Et vous avez des visions politiques différentes entre ces grands groupes classiques qui ont plutôt des visées rentabilité, des visées de rentabilité financière, des collectivités qui, eux, elles, ont besoin d'aller très vite sur la question du tri, et des structures SS qui portent une dimension sociale. Et donc la question qu'on se pose, qui est la question qui va se poser vraiment de plus en plus quand que le marché va continuer à grandir, c'est en fait quel système de biodéchets on veut et quel rôle le SS y joue. Et je pense que ça va être un peu le mot d'ordre de ce webinaire, et les structures qui vont vous parler de leurs activités, elles vont confirmer. C'est que est-ce qu'on veut vraiment laisser aux majors du secteur l'entièreté des parts de marché et avoir un système qui repose uniquement sur la rentabilité financière, ou est-ce qu'on veut en effet que l'ESS prenne toute sa place et propose aussi des solutions qui ont des dimensions sociales et des retombées locales pour les territoires qui sont bien plus importantes. Et donc là, il y a des opportunités, un marché qui se crée. Et donc, en tant que SIAE, vous avez aussi toute votre place sur ce marché-là. Et il faut vraiment pas louper le train en marche parce qu'après, on s'en mordra les doigts quand il sera trop tard. Donc, pour vous donner un petit peu une idée de ce que peut faire l'ESS, ce que peut apporter l'ESS à cette filière, hein, la sensibilisation et l'accompagnement des citoyens et des collectivités aux enjeux du tri des biodéchets. Ça, on retrouve pas mal d'associations, de coopératives qui se sont lancées là-dessus. La mise en place des composteurs collectifs et la formation des citoyens aux gestes de tri. Même la réalisation de collecte de biodéchets par souvent des moyens de transport décarbonés et aussi via des supports d'insertion qui permettent aussi de créer des emplois pour des publics qui en sont éloignés. Et on a aussi même des composteurs, des plateformes de méthanisation qui peuvent être opérées sous des formats coopératifs, en coopération justement avec les agriculteurs. Et là aussi, il y a aussi pas mal de choses que le SS peut apporter, notamment avec le format de la société collective d'intérêt, la société coopérative d'intérêt collectif. Donc voilà, hein. Je l'entendais encore hier en discutant avec le cluster OMS, mais il y a des opportunités pour le SS. Et elle me disait, il y a, les collectivités ont lancé beaucoup de composteurs de quartier, elles ont lancé beaucoup d'initiatives de tri des déchets, mais malheureusement, elles peinent à mobiliser les citoyens et elles sont en recherche d'acteurs qui sont capables justement d'aller gérer ces composteurs de quartier, de aussi commencer à faire des actions de pré-collecte, un peu de traitement. Donc, il y a un intérêt pour une SIAE à se lancer dans la filière des biodéchets. Hein, donc, je vais aller assez rapidement, mais comme on disait, ça, c'est plutôt des constats globaux qu'on peut faire aussi sur d'autres filières de l'économie circulaire, hein, mais emplois locaux non délocalisables, ça, c'est un peu le mot d'ordre qu'on peut donner comme argument pour dire oui, il faut développer le SS sur la filière biodéchets. Sur la collecte séparée, là aussi, hein, les formes de collecte qui sont proposées par l'ESS, par exemple via l'insertion par l'activité économique, ont des hauts degrés d'exigence environnementale, et en plus on y associant une dimension sociale, ce que les grands managers du secteur ne sont pas forcément capables de faire. Et enfin, là, pour les collectivités qui sont présentes, faire la gestion des biodéchets en ESS, c'est aussi avoir un allié qui ne pense pas forcément que à la lucrativité et qui aussi a des objectifs d'intérêt général. Et donc, les collègues, souvent, la gestion de l'ESS en biodéchets, ça peut aussi s'intégrer dans des politiques publiques plus larges, hein. Souveraineté alimentaire, énergétique, fertilité des sols, anti-gaspillage, écologie territoriale et industrielle. Il y a vraiment des coopérations super intéressantes à créer là-dessus. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante?
Donc pour celles et ceux qui veulent un peu poursuivre sur la question ESS et biodéchets, qui va avoir d'informations, on va ouvrir bientôt un MOOC sur les biodéchets à destination des collectivités, donc ils veulent vraiment comprendre comment est-ce que l'ESS peut être un relais de développement pour une filière de gestion durable. J'en profite aussi pour vous signaler le fait qu'à la CRES, nous avons un thésard de AgroParisTech qui travaille sur les modèles économiques de l'ESS, donc il s'appelle François Lefond. Je vous ai laissé son mail ici. Ce serait super chouette s'il y a des SIAE parmi vous, des collectivités qui ont un témoignage à nous donner, qui veulent leur faire part de ses problématiques, de ses besoins, puisse alimenter la thèse de François. Donc n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Et si vous n'avez pas eu assez de Rex inspirants à la suite de ce webinaire, on a un très beau livret biodéchets sur comment est-ce que les déchets sont gérés par l'ESS dans les territoires, avec des fiches projets qui sont bien faites. Un petit aussi d'autres ressources, le Cluster NS, qui est un peu la référence en termes de réseau sur la gestion des biodéchets, un guide biodéchets qui est extrêmement complet, alors qui ne parle pas que de l'ESS, mais qui est extrêmement complet. Et donc pour les CIE, les collectivités qui veulent explorer la question et voir ce qui se fait par ailleurs, c'est aussi un super guide. En ce qui concerne l'anti-gaspi, et ce sera bientôt, je vais finir là-dessus. Les constats, ils sont à peu près similaires que sur la filière de biodéchets, hein. On a des gisements qui sont énormes. Il y a 10 millions de tonnes d'aliments gaspillés, que un tiers sur la production, un tiers sur la distribution, et un tiers sur la transformation, et un tiers sur la distribution, ouais. Et on est surtout dans un modèle qui est en perpétuelle surproduction alimentaire, tourné vers l'export. Et là, on est face à un gaspillage qui est monstre, hein. Alors là, comme le disait Lynn, à très juste titre, la réglementation évolue, mais pareil, il y a des opportunités qui sont gigantesques. Et là, même question pour les biodéchets. Quel système alimentaire on veut? Est-ce qu'on veut laisser des acteurs comme Too Go, qui sont d'ailleurs très bien, mais qui n'ont aucune dimension sociale et qui ne font pas perdre d'une gouvernance démocratique, prendre la part d'elle à des associations historiques comme les Restos du Cœur ou toutes ces associations d'aide alimentaire? Et est-ce qu'on veut en fait vraiment un système alimentaire durable où on élimine petit à petit le gaspillage alimentaire et le résiduel serve à vraiment une vocation sociale? Donc ça c'est la question qu'on doit avoir en tête. Et du coup, là, pareil, hein, en tant que SIE, vous avez aussi toute votre place là-dessus. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Stéphanie? Je vous ai remis un petit schéma pour vous donner un petit peu l'aperçu de l'ensemble de la filière anti-gaspillage alimentaire, pour voir en fait où est-ce que vous pouvez porter vos actions et comment développer vos activités dans la filière anti-gaspillage, hein. Que ça soit au moment de la production, de la transformation, de la distribution, de la consommation, il y a en effet des opportunités, il y a des endroits où l'ESS a toute sa place et même parfois est pionnière, innove, etc. Et donc ça, cette position, elle est absolument à défendre, et c'est fondamental. Et pourquoi est-ce qu'on peut se dire que l'ESS est beaucoup plus l'ESS, et par la même occasion, l'insertion par l'activité économique a une plus-value sur cette filière-là? Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Parce que, en effet, hein, les retombées sociales, économiques, les solidarités qui sont créées, hein, sont relativement similaires à celles qu'on a sur la filière biodéchets. Et pour le coup, euh, parfois, il en va même de la survie de ces associations, aussi d'aide alimentaire, qui sont un peu, qui est compliqué, hein. On avait vu les Restos du Cœur qui prévoyaient de donner beaucoup moins de denrées à leurs bénéficiaires, parce qu'il y a une baisse des dons, il y a des dons qui sont de moins en moins de bonne qualité. Donc là aussi, il y a des coopérations à créer, il y a des opportunités à saisir. Je ne vais pas m'attarder plus parce que je vois que le temps il file, mais peut-être deux ressources à vous partager. Notre livret circulation alimentaire
de la CRES IDF, hein, pareil, une dizaine de fiches projets REX super intéressantes pour avoir des idées en tant que SIE, quel type de projet on peut réaliser. Et aussi, si vous voulez poursuivre un petit peu et développer votre argumentaire ou en tant que collectivité être convaincu du bienfait de l'ESS sur la lutte anti-gaspi, il y a un très beau plaidoyer, donc une note de position qui a été réalisée par l'ESS France, qui est là aussi très très complète. Donc voilà. J'ai essayé de faire court parce que le sujet est hyper passionnant, mais je pense que ce sera super intéressant aussi que les structures elles-mêmes vous parlent de ce qu'elles font. Ça vous donnera aussi plein d'arguments, plein d'idées, et aussi j'espère que ça vous ferez convaincu du fait que là aussi, SIAE et ESS ont toute leur place dans ces deux filières que sont l'anti-gaspi et les biodéchets. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce Je vous en que prie. vous souhaitez poser des questions tout de suite, Alexandre Kurtz, avant qu'on aborde les actions de Solal? Est-ce que tu as des questions dans le chat? J'ai activé Rina. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole. Il ne faut pas Oui, hésiter. Normalement, vous pouvez n'hésitez- activer votre micro. Sinon, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat si vous avez une question ou une prise de parole à dire. Et tu en as une là du coup? J'ai Irena, je ne sais pas si... Irena, est-ce que vous voulez prendre la parole? Ou est-ce que tu peux lire la question? Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de juste question. lever la main. D'accord, ok. Donc, est-ce que s'il y a une difficulté à ouvrir le micro, n'hésitez pas à nous le dire, mais normalement, vous pouvez. Vous pouvez participer normalement. Non, pas de question. Alors donc là, je vais essayer d'être la plus fidèle possible avec par rapport aux échanges que j'ai eus avec Lydie Sage, qui est responsable des dons et coordinatrice Île-de-France de l'association Solal. Voilà, elle a malheureusement eu un imprévu. Donc je vous ai synthétisé ce que j'ai retenu moi de cet échange, et puis bien sûr, elle sera pour compléter. Je vous ai mis aussi le lien vers le site internet de Solal. Donc Solal, on a été mis en relation donc avec la Fédération professionnelle Interfel des fruits et légumes, puisque voilà, nous aussi au niveau de la FEI, on avait voilà quelques actions avec Interfel. Et donc Solal a pour objectif donc de pouvoir faciliter le don alimentaire. Donc, par rapport à la filière agricole et agroalimentaire, donc il y a vraiment des liens qui sont en train de se tisser très fort sur les territoires Île-de-France pour faciliter tout ce qui est organisation du don, tout simplement parce que les fermes ne peuvent pas permettre à toute une multitude d'associations de venir collecter sur leur lieu professionnel. Donc, en fait, Solal facilite toute l'organisation des dons. Ça permet aussi de contribuer à l'équilibre nutritionnel des bénéficiaires des associations d'aide alimentaire et bien entendu de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est un acteur associatif, vous verrez un petit peu plus loin un peu son modèle, parce que ça reste aussi intéressant. Hein. Nous, on fait toujours intervenir dans les webinaires un acteur qui n'est pas un acteur de l'insertion et une structure d'insertion en activité. Donc, cela n'est pas une structure d'insertion, mais on voit qu'elle a de multiples coopérations. Et d'ailleurs, je crois qu'elle s'est organisée pour que nous ayons un témoignage rapide de Croix-Rouge Insertion sur leurs actions. À vous. On a dans la salle Pro 77. Voilà, parfait. Bonjour Oui, et merci à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Mohamed El-Bari. J'interviens pour parler de Apro 77, qui est un établissement de la Croix-Rouge, un établissement d'insertion avec deux pôles. Donc, un pôle qui est une plateforme de produits locaux, donc qui met le lien entre l'équivalent de 80 producteurs et puis des sites de distribution, donc en produits locaux. Et le sujet, effectivement, ne concerne pas ce pôle-là. Et puis, un deuxième pôle qui est un chantier d'insertion. Donc, on est une filiale de la Croix-Rouge française avec l'équivalent de 15 établissements en France qui s'occupent de l'insertion des personnes éloignées de l'emploi via différents supports d'insertion. Et du coup, le support d'insertion qui concerne ce chantier-là, en tout cas, c'est l'anti-gaspillage alimentaire. Donc, on est entouré par l'équivalent de une centaine d'associations. Et on est approvisionné par une vingtaine de donateurs, entre autres Solal. Donc voilà, les donateurs qui sont majoritairement la grande distribution. Donc on accompagne
à peu près 30 personnes pour l'insertion, donc dans des métiers de tri, de préparation de commandes, de logistique, d'enlèvement, de livraison, donc tous ces métiers-là. Et c'est vrai que depuis 2021, donc les dons, donc ils ont chuté, hein, et puis la qualité des dons de la grande distribution donc n'est pas au rendez-vous. Et du coup, le lien qu'on a avec Solal, donc c'est quand même un lien qui est important pour notre activité, dans le sens où Solal il fait une veille sur les dons donc auprès des producteurs. Donc, une fois, il y a des dons auprès de ces producteurs. Donc, nous, on envoie nos camions pour la collecte, pour l'enlèvement, et qu'on trie chez nous via des personnes en insertion. Et puis après, on les relivre aux associations. Donc voilà, on a récupéré à peu près pendant une année, ou à la limite par mois, c'est l'équivalent de 5 tonnes de produits. Donc majoritairement, c'est des fruits et légumes. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est des produits phares, c'est des produits recherchés, surtout que, comme je disais, donc, la qualité des dons de la grande distribution n'est pas au rendez-vous. Et du coup, donc, Solal, effectivement, fait un travail extraordinaire, dans le sens où il y a effectivement cette veille. Et nous, on est réactifs au niveau logistique, tri et distribution, dans le sens où, effectivement, Merci. le besoin est là. Pardon, Mohamed, je ne voulais pas vous couper. Voilà. Et du coup, rapidement, hein, donc, ces actions-là, donc en termes de sortie, je parle d'insertion, là, je reviens au sujet d'insertion, donc on est à peu près à 60% de sorties positives et durables. Et c'est vrai que au niveau, en tout cas au milieu de l'anti-gaspillage, c'est un gisement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et du coup, nous, on le voit en tout cas, donc dans le sens où à chaque fois on est en contact avec un producteur, effectivement, ça lui donne un coup de main effectivement pour l'écoulement de ces produits qui allaient malheureusement à la méthanisation, à la poubelle. Et de l'autre côté, le besoin au niveau des associations, c'est juste énorme, dans le sens où la précarité continue malheureusement à ronger la société et que les associations manquent de produits. Donc voilà. Merci. Merci Mohamed pour cette illustration aussi pratico-pratique des activités support d'insertion. Donc, moi, je vais être assez brève. Je vous ai résumé ce que je vous ai déjà un petit peu dit là. Le donateur, c'est vrai qu'il préfère un interlocuteur éthique qui vienne directement collecter sur lui. Et donc voilà. Et puis dans les personnes qui sont aussi accompagnées par les associations d'aide alimentaire, il y a aussi des familles dont un membre va être salarié en parcours d'insertion, entre autres bénéficiaires bien sûr de ce tissu associatif, qui peut s'adresser aussi aux étudiants, voilà, différents publics. On peut retrouver des gens qui ont des difficultés à accéder aux produits pour leur famille. Donc, j'ai essayé de vous résumer alors dans quelques petits tableaux donc les actions de Solal. Donc, il y a une expertise. Parmi ces, il y a du conseil déjà. Donc, je vous ai mis les bénéfices pour les agriculteurs, les grossistes, les commerces, les donateurs, les bénéfices pour les associations alimentaires et pour les entreprises et les SIE qui en font partie aussi du territoire. Donc, une application gratuite pour les donateurs. Cette sensibilisation aux dons agricoles, c'est aussi complémentaire avec aussi une offre à prix solidaire auprès des associations. Donc, ce sont deux solutions pour limiter les pertes sèches qui sont promues par Solal et qui sont complémentaires. Donc voilà, Solal est vraiment dans de l'intermédiation. Là, ici, j'avais mis un petit astérix parce que c'est vrai que sur des produits avec des DLC courtes, notamment l'été, quand les associations sont fermées, bon, il y aurait les solutions de conditionnement en bocaux, de transformation, mais c'est encore un peu difficile à modéliser à cause des contraintes sanitaires, du foncier difficile en Île-de-France, comme le disait aussi Alexandre tout à l'heure. Et donc, vous verrez plus tard quelques exemples de structures d'insertion, mais qui vendent au prix du marché. Solal est quand même très, très axé aux dons. C'est-à-dire que Solal va avoir des partenariats vraiment avec des associations qui ne vendent pas. Donc voilà, vraiment pour donner un accès aux personnes qui ne peuvent pas s'offrir ces produits-là. Donc voilà, mais il y a complémentarité du coup entre les deux possibilités. Voilà, donc Solal, elle s'assure, comme le disait Mohamed, que les produits soient vite repris.
donné, vendu à prix symbolique, c'est vraiment l'esprit de Solad. Et donc, voilà, je vous ai remis le lien vers Interfel aussi. Mutualisation logistique, donc il travaille aussi avec Candes et Revivre, qui aussi dispatche, comme Croix-Rouge Insertion Appro 77, aux associations dont les bénévoles n'ont pas toujours ni le temps ou les camions appropriés pour faire ces collectes. Donc, il y a des événements locaux aussi organisés par Solal. Donc c'est intéressant pour les agriculteurs parce que ça donne aussi de la visibilité sur ce qu'ils font, voilà, sur ce qui ne trouve pas de débouchés comme produit. Ils valorisent aussi cette limitation des pertes, ça crée du lien social. Ensuite, pour les bénéfices pour les associations, que ces événements, c'est aussi dans la démarche du aller vers les bénéficiaires. Encore une fois, 100% de dons, et puis aussi c'est l'occasion de sensibiliser sur la nutrition et puis qu'il y ait une interconnaissance entre les associations de dons et les donateurs. Et puis, parce que c'est toujours agréable de s'intéresser aux gens qui œuvrent sur une partie, même s'il y a des associations d'insertion qui font le lien technique. Et puis, le bénéfice aussi, c'est que les agriculteurs peuvent organiser du glanage solidaire après les récoltes. Souvent, voilà, ce ramassage de pommes de terre, par exemple, dans les champs, il est fait de manière un peu informelle avec les communes, mais on peut avoir des salariés d'entreprises classiques qui viennent aussi en appui, et puis ça peut être l'occasion aussi pour les structures d'insertion de montrer des métiers. Alors là, elle m'a cité un exemple breton où, par exemple, des agriculteurs, ils donnent les marchandises en tonnes, en vrac, donc les Restos du Cœur individualisent le conditionnement et c'est ce qui permet ensuite de déléguer à un chantier d'insertion le fait de mettre en filet les produits pour que les Restos du Cœur puissent les distribuer aux personnes qui viennent les voir. Et puis alors, sur le plan financier, donc l'action de Solal, elle est gratuite pour les agriculteurs. Alors, Solal récupère les justificatifs de dons auprès des associations. Je ne pourrais pas vous rentrer trop dans le détail sur cet aspect-là et sur les avantages matériels pour l'agriculteur à justifier de ce qu'il fait. Là, je préférais que vous sollicitiez Lydie parce que c'est moins mon domaine. Voilà, mais on voit que c'est un point important pour les donateurs d'avoir la preuve de leurs dons. Pour les associations de dons alimentaires, financièrement, c'est vraiment sur la mutualisation des coûts et la gestion des ressources humaines parce que c'est beaucoup de travail la collecte. Ensuite, sur le bénéfice pour l'IAE, c'est de pouvoir promouvoir, créer de plus en plus de postes, d'équivalents temps plein, et donc face aux problèmes de subvention aussi, et aux réformes de l'insertion, on doit aussi aller chercher des activités pour être pérenne. Je voulais vous mettre un petit astérix justement sur le modèle de Solal. Donc Solal est une association qui travaille des organisations professionnelles, on l'a vu avec Interfel et peut-être d'autres, mais aussi des mécènes, des fondations. Elle répond à des appels à projets du ministère de l'Agriculture et des Solidarités. Donc voilà un peu quelles sont ses ressources. Voilà, alors ce qui est bien, c'est que par rapport à des démarches individuelles des structures, elle va pouvoir questionner globalement les besoins de l'agriculteur parce qu'elle a une vision d'ensemble sur tout le paysage associatif, de partenaires potentiels, qu'elle garantira qu'il y ait une distribution équitable parce qu'on le voit, vous allez voir dans la slide suivante, dans l'accès aux gisements alimentaires, au stade où on en est, où il manque encore cette coordination, il y a aussi une concurrence entre les acteurs. Donc c'est difficile d'avoir des programmations d'approvisionnement. Puis l'agriculteur, il a aussi des aléas climatiques. On sait les caprices aussi du métier de maraîchage. Donc Croix-Rouge Insertion, je ne vais pas revenir dessus puisqu'on a eu ce témoignage et donc. Alors là, je voulais vous mettre quelques exemples de structures d'insertion qui sont dans le guide des structures d'insertion par l'activité économique dans les activités d'économie circulaire. Donc, Solal me parlait de Bons et Rebonds. Donc, Bons et Rebonds, c'est un petit peu comme les confitures rebelles. Ce sont donc des chantiers d'insertion qui vont faire de l'anti-gaspi, qui vont créer des recettes assez innovantes que vous retrouvez sur leur site internet, qui s'adaptent aussi aux opportunités de collecte, à cuisiner. Et puis, eux commercialisent au prix du marché parce qu'il y a aussi besoin évidemment de pouvoir être pérenne au niveau du modèle économique des structures. Donc ce sont des leviers à l'emploi. Donc vous verrez, il y a de la vente en ligne, il y a des partenariats avec des professionnels dans la distribution, la restauration, l'hôtellerie. Je crois que Rebelle avait les invendus de fruits de Monoprix, que finalement les pots de confiture se retrouvaient à nouveau dans les Monoprix. Après, ils ont aussi travaillé avec des hôtels.
Voilà, donc tout ça, ça rejoint bien la stratégie RSE des entreprises et des achats socialement, écologiquement responsables. La salle à manger, on va être plus sur du don, puisqu'en fait, c'est un restaurant que je vous conseille vivement à La Défense, à côté de la tour EDF, où pour 15-16 euros, voilà, on a voilà, des cadres, des gens des bureaux, des salariés de La Défense viennent déjeuner et on est tous attablés et mélangés avec des personnes sans domicile fixe, elles vont pouvoir se poser et déjeuner pour 1 euro. Donc en plus, voilà, c'est vraiment intéressant de dialoguer. Enfin voilà, ouais. Et là on est vraiment sur du dos. Donc des complémentarités. Par exemple, Phoenix, c'est une start-up donc, qui conventionne avec des villes. Vous verrez dans notre newsletter de mars, voilà, avec la ville de Rueil, les actions qui sont mises en œuvre sur l'anti-gaspi, cette fois-ci surtout auprès des commerçants. Voilà, donc retrouvez, je vais te donner la parole à Moulineau, on est à peu près dans les temps. Alors, pour aller plus loin, donc là, malgré l'absence involontaire aujourd'hui pour lequel Lydie était navrée, on a un speed meeting le 13 novembre 2025, donc ce sera à Paris, on vous confirmera tout ça. Et donc là, on rentre dans la deuxième phase où on a aussi, par exemple, ici dans la salle, je ne sais pas, c'est peut-être le moment rapidement, on a Cyclocare qui fait peut-être plus tard parce on va aller sur les biodéchets. Mais bref, le 13 novembre, on réinvitera à nouveau structure d'insertion, entreprise classique et ville. Et là, on vous donnera un petit tableau avec les acteurs à rencontrer pour préparer un petit peu cet événement. Et là, vous pourrez chacun aussi exprimer vos besoins et on essaiera ouais, on vous communiquera tous les éléments pour le préparer. Voilà. Et ben, écoutez, je vais passer la parole à Olivier Saloum, qui est directeur commercial chez Moulineau, sur la phase, cette fois-ci, biodéchets, valorisation en énergie. Et puis, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, éventuellement, on est à votre écoute sur les actions de Solal, sur les partenariats avec les structures d'insertion? On passe à l'intervention d'Olivier, puis peut-être que, voilà, on va... Olivier, à vous, je défile ou... Ah, il y a une petite vidéo que j'ai sur mon poste, donc peut-être que si ça vous convient, je fais défiler vos slides. C'est impeccable. Impeccable? D'accord. Euh, Alors, qui êtes-vous? Moulino. En fait, justement, déjà, merci pour cette invitation à ce bel événement. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer de parler de gaspillage alimentaire et de biodéchets. Donc, des initiatives telles que celle-ci, on devrait en avoir plus. Merci de mettre ces sujets à l'ordre du jour. Et juste avant de présenter la vidéo et que les gens sachent un petit peu ce qu'on fait, euh, juste, voilà, nous, Moulineau, on est sur la gestion des biodéchets. Le plus important, c'est le meilleur déchet et celui qui n'existe pas. C'est-à-dire que nous, notre volonté n'est pas justement que les poubelles alimentaires soient remplies au maximum, mais c'est bien de venir après. Et c'est le déchet incompressible, la peau de banane, l'os de poulet, évidemment, d'en faire quelque chose. Maintenant, et je rejoins un peu tout ce qui s'est dit depuis le début de ce webinaire, voilà, l'anti-gaspi, c'est quand même la première brique et c'est la brique essentielle aussi de toute cette chaîne. Et là, on peut passer à la vidéo. Allez, allons-y. D'accord. Merci. Hop.
Voilà. Bon, il n'y avait pas le son, mais il y avait les sous-titres. Ah, ouf, justement, je me posais la question, pardon. Donc, c'est pour Euh, ça. Non, non, c'est très bien. Du coup, en deux mots, vous l'avez vu sur la vidéo, donc Moulineau, on est les spécialistes du déchet alimentaire, une entreprise créée en 2013. Et en quelques mots, on met en place le tri des biodéchets dans les structures. Ça peut être des restaurants, des hôtels, des cantines d'entreprise, des cantines scolaires, des marchés alimentaires. On peut former également des particuliers au tri des biodéchets pour qu'ils puissent jeter leurs biodéchets soit dans des bacs à leur domicile, soit dans des points d'apport volontaire. Et ensuite, on collecte ces déchets alimentaires avec des camions écologiques et ensuite, on les recycle par une double valorisation, une valorisation énergétique et une valorisation en retour au sol par de la méthanisation agricole. Ce qui veut dire que 100% des déchets alimentaires que l'on collecte ont une valorisation énergétique, transformée notamment en gaz, en biogaz, pourquoi pas en électricité ou en chaleur, et une valorisation retour au sol, c'est-à-dire que les biodéchets viennent fertiliser les champs agricoles régionaux. Euh, Moulineau, donc on a 12 ans d'expérience. Aujourd'hui, on est 200 employés à peu près, présents sur 4 territoires, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. On est 200 employés hyper dynamiques, hyper motivés. On est passionnés. En fait, nous, chez Moulineau, on est passionnés par les poubelles, hein. On n'arrête pas de se prendre des photos de poubelles quand on est en week-end à droite à gauche. On adore ça. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que de plus en plus de gens, de collectivités, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, ont compris que le déchet n'en est pas un. Le déchet, c'est une ressource. Nous, on dit qu'on est des collecteurs de matières premières. Euh, Il faut plus voir le déchet comme quelque chose qui sent mauvais, qu'on met dans un coin et qu'on enfouit ou qu'on incinère. L'incinération, c'est quand même l'incinération des biodéchets, c'est quand même quelque chose qui n'a pas de sens. C'est on brûle de l'eau. Donc nous, on vient aussi bien nous que d'autres d'ailleurs prestataires dans le monde du biodéchet. euh, on vient mettre en place de l'économie circulaire auprès du déchet alimentaire pour que justement il n'y ait plus de déchets. Et donc la slide suivante. euh, Dès la création de Moulineau en 2012, le fondateur souhaitait qu'il y ait un lien social. On vit dans un monde de plus en plus individualiste où les écarts se creusent entre les gens qui ont de la chance et les gens qui n'en ont pas. Et donc, dès la création de l'entreprise, l'objectif était d'asseoir l'entreprise sur trois piliers. Le premier pilier, c'est l'économie circulaire, donc ça, on en a parlé avant. Le deuxième pilier, c'est le local, parce que faire de l'économie circulaire, mais avec des biodéchets qui traversent la France, ça n'a pas de sens. Il faut que ça reste local, il faut que ça reste régional, il faut que ça reste voire départemental quand c'est possible. Que les biodéchets produits, par exemple, je ne sais pas, à Créteil, soient recyclés dans un périmètre qui soit cohérent et pertinent, et que ça ne fasse pas 300 km pour être recyclé ailleurs. Et le troisième axe, c'était le social et le solidaire. Donc dès 2015, on est devenu ESS. Dès 2017, on est devenu ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Et en 2019, on est devenu entreprise d'insertion. C'est-à-dire qu'on crée des parcours d'insertion et on tend la main à des gens qui n'ont pas eu notre chance. Et c'est le slide suivant. Nous avons créé un centre de formation en 2019 qui est certifié Calliope. Et aujourd'hui, on forme environ 120 personnes par an à différents métiers. Donc, le métier de chauffeur-collecteur de biodéchets, le métier d'éco-animateur, c'est-à-dire les gens qui sont des ambassadeurs du tri et qui vont former le personnel de cantine, les élèves d'un collège ou les particuliers chez eux, qui vont former ces gens-là au tri des biodéchets. Donc, qu'est-ce qu'un biodéchet? Pourquoi on le trie? Comment on le trie? Qu'est-ce que ça devient après? Et ensuite, on a le métier de ripper. Donc, ripper, c'est l'opérateur qui est sur le camion poubelle à l'arrière, euh, qui s'accroche au camion. Et ensuite, on a une formation qui est plus nouvelle et qui est la découverte des métiers verts et qui s'adresse surtout aux populations un peu plus jeunes pour justement donner envie aux jeunes aujourd'hui de mettre du sens dans leur vie, en fait. Et c'est un peu ce qu'on vit, nous, chez Moulineau.
on ne vient pas du monde du déchet. Le président Stéphane Martinez était restaurateur et à pratiquement tous les postes chez Moulineau, on a des gens qui étaient directeurs achats, qui étaient chefs de projet, qui étaient commercial, qui étaient, etc. Mais dans d'autres secteurs, et on a tous changé de vie il y a plus ou moins longtemps pour donner du sens, en fait, et se lever le matin en se disant, ben voilà, je me sens utile. Donc, ce centre de formation, il est important parce que du coup, on, on tend la main à des gens qui sont dans des situations difficiles, précaires, des gens qui, des fois, sont au chômage depuis longtemps, mais qui, du coup, sont dans des situations personnelles difficiles parce que quand on n'a pas d'emploi, ben, c'est difficile d'être stable au niveau de sa vie personnelle. Donc, ce sont ces populations-là à qui on dit, bah, venez, on vous forme, des formations qui durent 2, 3 mois, théoriques, pratiques, formation diplômante, c'est-à-dire RNCP niveau 3, c'est l'équivalent d'un CAP. Et ces gens-là, on les accompagne jusqu'à l'obtention d'un CDI, soit chez nous, soit chez des concurrents, soit chez des clients, soit chez des éco-organismes. Donc on essaie qu'ils soient réinsérés dans la vie de tous les jours. Et ça, ça fait vraiment partie de l'ADN de Moulineau. Et là, je rejoins ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce monde du biodéchet, nous, notre façon de voir, c'est que, alors évidemment, il faut pérenniser l'entreprise. Qui dit pérenniser l'entreprise dit ben, gagner un peu d'argent, clairement. Maintenant, il y a d'autres objectifs aussi. Et il y a un objectif également social et solidaire de tisser du lien en fait entre les gens et de ne pas laisser les gens au bord de la route, quoi. Voilà. Et ça, c'est un objectif qui est complètement lié à celui de collecter et recycler du biodéchet. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'imagine, c'est comme ça qu'on le fait. Et je voulais ensuite vous présenter une synergie qu'on a mis en place avec une autre boîte d'insertion. Et ça, c'est parce qu'en fait, je crois qu'il faut qu'on développe les synergies entre structures d'insertion. Et ça me paraît important. C'est-à-dire que, alors moi je donne l'exemple que je connais, hein, l'exemple de Moulineau, mais quand on est face à un Veolia, quand on est face à un Suez, des multinationales qui ont des moyens tout autres, ben, il faut se battre avec nos armes. Et peut-être que tout seul, c'est difficile, peut-être qu'à 2, qu'à 3, qu'à 4, c'est plus simple. Donc, je voulais vous donner cet exemple-là, qui est un exemple concret. Lorsqu'on a développé Moulineau Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, c'était il y a 2 ans. Donc, vous voyez en bas à gauche une photo de notre centre bordelais, donc avec nos véhicules orange. Voilà. Ici, on valorise les déchets alimentaires, donc on s'est fait plaisir sur le branding. Lorsqu'on a développé Moulineau Nouvelle-Aquitaine, donc avec une usine qui peut traiter 30 000 tonnes de biodéchets par an, donc c'est quand même significatif. Ben, la première chose qu'on a faite, c'est d'aller voir les acteurs locaux. Et on a rencontré les détritivores. Alors les détritivores, c'était une structure d'insertion locale qui collectait le déchet alimentaire à vélo et un triporteur électrique. Donc là, on a deux façons de voir. Soit on se voit et on se dit, bon, ben, on est concurrent, que le meilleur gagne, voilà. Soit on se dit, bon, est-ce qu'il y a des synergies qui sont possibles? Et en effet, en creusant le sujet et en essayant de trouver des solutions, ben, en fait, on en trouve. Moulineau, on collecte en véhicule, plus ou moins gros, de différentes tailles, mais c'est un véhicule, un petit camion poubelle. Les détritivores collectent à vélo, il y a des choses à faire. Le centre-ville de Bordeaux, ultra dense, ultra piéton, très compliqué d'accès, et ben, la synergie qu'on a trouvée, elle est toute simple. Les détritivores se concentrent sur le centre-ville bordelais où ils ont une réelle plus-value sur la logistique. Ils massifient les biodéchets qu'ils ont collectés à un endroit. Et nous, Moulineau, on vient collecter les biodéchets qu'ils ont massifiés. Pour nous, c'est plus simple. Pour eux, ils continuent leur développement. Et quand Moulineau a une demande pour du centre-ville, on les redirige vers nos partenaires. Et quand eux ont une demande sur des quantités plus importantes ou première couronne, deuxième couronne, voire département à proximité, ils le redirigent vers Moulineau. Et aujourd'hui, clairement, bah, c'est une synergie qui fonctionne puisque on répond, alors soit en sous-traitance, soit en co-traitance, mais on répond à des appels d'offres ensemble et on en gagne ensemble. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les acteurs publics et privés, ils sont attentifs à ça. Et donc ça me paraît important que les acteurs de l'insertion se connaissent, se parlent, notamment grâce au graphie. Donc c'est très bien. Merci Olivier.
Et justement, peut-être que pour témoigner, tu es là, Pierre Syndicaz de Carton Plein. Oui, ouais, je suis là, Tu veux, Stéphanie, merci. tu veux J'ai- dire deux j'ai- mots de ce que vous faites? je peux dire effectivement quelques mots parce que c'est assez parlant pour nous. Il faudra que je quitte ensuite, j'ai donc peut-être juste 5 minutes. Peut-être déjà pour rebondir sur l'intervention d'Alexandre d'avant, hein, sur le paysage qui a été dressé là, qui nous parle énormément. Moi, je suis directeur de Carton Plein Cyclo. Et on est donc une structure d'insertion parisienne et on fait de la collecte de déchets une de nos activités support à l'insertion. Donc, on collecte surtout des cartons, mais depuis 2019, je dirais des biodéchets également. Donc, on travaille avec, on va dire, un confrère, peut-être sûrement un concurrent aussi de Moulineau, mais ce qui est intéressant peut-être déjà euh, pour reprendre, pour illustrer un petit peu déjà les propos d'Alexandre et ensuite de ceux qu'on vient d'entendre là. Euh, la collecte pardon, de biodéchets est effectivement, à notre sens, un bon support pour une structure d'insertion. Ça permet effectivement de faire des collectes donc on le fait bien sûr nous à vélo cargo, hein, de manière complètement décarbonée. Et c'est effectivement des collectes qui sont très locales, qui sont efficaces dans des centres urbains qui sont congestionnés. C'est des tournées qui sont relativement courtes comparées à des tournées de livraison qui vont pouvoir durer par exemple une journée, si on compare un petit peu ce qui se fait en cyclo-logistique dans des structures plus classiques. Et on va collecter de la marchandise qui n'a pas forcément de valeur. Donc ça retire aussi un petit peu une certaine pression qu'il pourrait y avoir au niveau de la responsabilité qu'on pourrait confier à des salariés qui sont en insertion. Il y a un reporting qui est assez léger, donc c'est aussi un des critères qui rentre dans une activité support adaptée, accessible, inclusive, hein, c'est le modèle qu'on essaye de défendre. En revanche, peut-être juste la petite vigilance, c'est quand même une activité qui, d'un point de vue prévention des risques, et notamment TMS, est assez exigeante, hein. Donc, si on veut effectivement garder l'idée qu'elle soit accessible à tous, eh ben, il faut avoir une vraie vigilance sur le dispatch des activités, sur l'agencement des tournées. À Vélo Cargo, nous, on collecte des bacs de 35 litres. Ces bacs, ils peuvent vite faire 20-25 kilos, voire plus. Donc, on essaie vraiment de travailler avec notre partenaire dans ce sens pour mettre des limites. Et on peut mettre jusqu'à 12 bacs dans nos remorques, ce qui peut faire du coup vraiment 200-250 kilos assez vite. Et du coup, on essaie de faire vraiment de mettre le paquet sur la prévention des risques. Mais pour reprendre effectivement ce que vient de dire Olivier là, je partage tout à fait le constat de collaboration entre acteurs locaux, SIAE si possible, parce qu'on vient de voir que c'est une activité support qui est pertinente si elle est bien adaptée et qu'on fait attention à la manière dont on agence, etc. Et c'est une activité, en fait, hein, bon, bien sûr, donc depuis janvier 2024, qui a explosé chez nous, hein. Donc, en fait, Carton Plein Cyclo, c'est à peu près 5 équivalents temps plein aujourd'hui qui assurent les collectes de biodéchets. Et ça nous permet du coup pouvoir recruter sereinement parce que ça sécurise un plan de charge et qu'a priori la croissance est assez exponentielle. Donc voilà, ça coche quand même effectivement beaucoup de cases. Et donc voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup pour les témoignages là qui ont été qui sont effectivement très très parlants pour nous. Ouais. Et il y a aussi la partie formation à à l'entretien du vélo où les personnes, voilà, au sein de Carton Plein, bon, il y a d'autres activités, il y a le carton, etc. Mais l'usage même du vélo, de sa réparation, tout ça. Enfin, vous avez un atelier
avec un formateur qui peut accompagner plus certaines personnes qui ont ces aspirations. Enfin, c'est une sous-partie du métier. Oui, oui. Donc effectivement, en fait, il y a la collecte de biodéchets, c'est une très bonne activité support. Le vélo aussi, en général, en est une. Surtout quand on a cette activité qui est internalisée, enfin quand la mécanique cycle est internalisée, parce que la collecte de biodéchets à vélo, du coup, sollicite énormément le matériel roulant. Et donc c'est vrai que c'est assez lié et que si on peut lier si on peut faire jouer les deux en tant que support d'insertion, bah, c'est effectivement un combo assez gagnant, ouais. De compétences. Est-ce que notre salle a des questions pour nos intervenants sur la partie biodéchets, logistique? Alors c'est pareil, peut-être que vous pourrez nous en poser après, mais si vous en avez tout de suite à chaud, n'hésitons pas, on est bien. Moi j'ai juste encore besoin peut-être de 5 minutes, donc profitez-en. Non, pas pour le moment. Alors, donc on va conclure sur une proposition de continuité, parce que c'est vrai que souvent sur ces webinaires, speed meeting, l'idée c'est de développer des coopérations économiques ou RH. Au titre du Graphi, il faut des opportunités pour tout type de structure d'insertion, que ce soit n'importe quelle entreprise peut un jour avoir une commande exceptionnelle, besoin de mise à disposition de personnel. Donc vous voyez que les 5 formes de structure d'insertion ont normalement du potentiel à réfléchir à des nouveaux projets et partenariats avec des entreprises et des collectivités. On a créé un groupe LinkedIn, l'anti-gaspi et les biodéchets comme support d'insertion. Ça peut vous permettre, vous nous faites un petit message, directement d'y être invité et que vous puissiez commencer à peut-être mettre votre plaquette, vos solutions, vos offres. Vous êtes une collectivité, vous êtes sur ces thématiques, vous êtes chargé de mission, vous venez d'arriver, vous avez besoin d'exprimer un besoin, vous pouvez utiliser ce canal-là. Et en fait, on a développé donc les précédentes années une action sur la consigne en 2023. On avait fait un webinaire avec Florentin Letissier, on avait fait témoigner Lemon Tree, Vital, une entreprise du secteur. Ensuite, on s'est attaqué, et puis au speed meeting, on a réuni quand même des gens qui ont pu aussi faire des mutualisations d'achats, enfin tout type de coopération. Ensuite, en 2024, on s'est intéressé donc aux appareils de mobilité douce. Et donc, même chose avec e-bike pro, une boîte de gestion de flotte, avec Mobiservice, une entreprise d'insertion qui entretient des gros parcs de vélos parisiens et autres. Et puis pareil, on s'est réunis à nouveau en novembre. Donc là, on va faire la même chose. En 2025-2026, on va rester 2 ans sur les biodéchets anti-gaspi parce qu'on est bien aligné à la stratégie d'économie circulaire de la région Île-de-France, qui vraiment, dans ses écrits, consacre beaucoup d'importance à l'anti-gaspi et biodéchets. Donc, n'hésitez pas à demander à venir sur le groupe LinkedIn dès à présent, à réserver la date où là, on fera venir d'autres acteurs d'insertion. Donc, on sait qu'on a parlé aussi des grands groupes. On va avoir Suez Rebond qui est aussi à côté de Moulineau sur les activités de métallidation ou c'est pure insertion. Il y a d'autres activités, BioEvine Service. On va essayer, on a commencé à en identifier et on va essayer de vous rassembler un maximum de structures d'insertion, mais aussi de start-up. On va les inviter, comme on l'a fait sur les précédentes actions, pour se connaître. Et de collectivités, parce qu'on avait aussi des villes qui peuvent aller faire leur veille. Ensuite, on a créé, grâce à la DRIAT, à la région Île-de-France et à la DRIEX, 2 formations en open source digitale sur chacune des actions. Donc, on espère fortement pouvoir continuer à rassembler au même endroit, peut-être en 2026, tous les types de coopération qu'on aura. Mais je regarde si j'ai une autre slide près. Non, on a encore 5 minutes. Donc, je vais peut-être juste comme ça cliquer sur une des 2 formations parce que vous pouvez... parcours où? Que se passe-t-il? Je vais vous mettre celle-là. Voilà. Donc, ces 2 formations, elles sont faites exactement sur le même modèle. C'est-à-dire que on vous explique qu'elles sont destinées à 3 publics, les structures d'insertion, les entreprises et les collectivités, et qu'on a personnalisé les contenus en fonction de chacun des publics. Ça dure entre 35 et 50 minutes, grand maximum, peut-être un peu moins sur la consigne, parce que c'était la première action. On réexplique ce que c'est que le Graphi, et surtout, alors, vous êtes une structure d'insertion, donc vous avez les opportunités de secteur. C'est quoi aujourd'hui la consigne? Des petits quiz ludiques, la consigne comme support d'insertion,
avec des exemples, des modalités d'action. Par exemple, vous allez y retrouver des synergies et partenariats, des exemples de synergies et partenariats qui peuvent être inspirants pour vous. Vous allez avoir donc les activités. Attendez, je vais aller un petit peu plus loin. Donc voilà, là vous allez trouver tous les dispositifs, la clause d'insertion, les modes de financement, les co-traitances, les groupements d'entreprises, les leviers que sont l'ANRU, la gestion urbaine de proximité, en quoi les structures d'insertion avec les bailleurs sociaux peuvent être des acteurs intéressants. Donc voilà, je vous le balaye quand même juste rapidement pour que vous sachiez ce qu'il y a dans ces modulaires. Vous sautez ce que vous savez déjà et vous allez avoir des synergies opportunités. Et là, on avait présenté, donc là c'est moins transversal, là c'est plus sur vraiment la consigne ou sur les mobilités douces, mais vous avez des exemples par sous-métier, voilà, collecte, gestion logistique. Et là, on vous donne des exemples d'entreprises classiques et de structures d'insertion, le tri, la qualité, Lemon Tree, qui est une entreprise d'insertion qui travaille sur les contenants, Oeco, un tunnel de lavage qu'on avait fait visiter à nos invités lors du speed meeting. Donc vous allez retrouver des exemples à la fois de coopération avec des collectivités ou entre des structures d'insertion et des entreprises du secteur. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que et puis vous retrouverez aussi, je vous ai mis le lien voilà, vers le graphique, vers les newsletters, vers nos partenaires. Et donc, on aura des invités différents au speed meeting ou les mêmes, et les deux, tous réunis le 13 novembre. Voilà. Il est 11h53, on a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'on a parmi vous des projets alimentaires territoriaux, des chargés de mission, des personnes voilà, qui peuvent éventuellement témoigner de leurs besoins, de leurs activités, à tout hasard? Alors, bonjour, Saïd Bougari, Maüs Solidarité, vous m'entendez? Oui. Alors, on est en plein lancement en fait de notre marque solidaire donc, qui s'appelle Uni. Donc, Uni, c'est une marque qui est basée sur la transformation alimentaire, on fait de la collecte d'invendus en vélo cargo électrique. Suite à cela, en fait, tout passe en fait en transformation dans notre labo dans le 19e arrondissement. Donc, on collecte du pain. Grâce à ce pain-là, on les passe au crumbler, ce qui fait de la farine de pain, donc qui nous permet d'avoir des biscuits. On récupère également des invendus de fruits qui nous permet de créer des confitures. Voilà, c'est un chantier d'insertion qui s'appuie également sur le dispositif des premières heures. Donc qui s'appuie sur ces deux dispositifs-là et qui permet à un public en très grande précarité, un public qui a connu la rue récemment ou qui l'est encore en fait d'avoir une activité professionnelle et puis classique. À côté de ça, ils ont un accompagnement professionnel donc avec un CIP. Voilà dans les grandes lignes. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Donc on a lancé la marque il y a à peu près 2 mois. Et c'est en train de se mettre en place doucement. On a nos premières commandes et ça commence à bien tourner là. Ah ben merci. Emmaüs Uni. Oui, Emmaüs Solidarité, tout à fait. Uni, donc U-N-I-E-S. Voilà. I-E-S, Uni, d'accord. Ouais. Ah ben intéressant, merci pour votre témoignage, Saïd. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour lui? Est-ce que... Et les canaux de vente des produits issus des farines, elles sont sur Internet, elles sont dans une boutique? Est-ce qu'il y a du B2B? Alors, actuellement, on est en train on est en lien en fait avec différents distributeurs, notamment Monoprix, Hôtel Ibis, c'est en train de se mettre en place. Maintenant, vous avez la possibilité pour ceux qui souhaitent tester les produits. Donc, il y a une adresse générique. Donc, je vais la mettre en fait dans le chat. Et voilà, si vous avez la moindre question, que ce soit pour une question pour passer commande ou quoi que ce soit, pour avoir une plaquette, en savoir un petit peu plus sur le produit, il n'y a qu'une seule adresse mail en fait. Il ne faudra pas hésiter en fait à nous solliciter via ce canal-là. Ouais. Merci Saïd. Est-ce qu'on a d'autres participants qui ont envie de nous dire ce qu'ils font en lien ou leurs hésitations sur des projets ou les tout type de questions? On a encore 4 minutes, on peut en profiter.
En Bonjour, attendant, on peut... si vous voulez, je peux Allez-y. dire quelques mots. Donc moi, je m'appelle Maïlis Kermarek, je suis chargée de mission compostage au syndicat Émeraude. On gère les déchets de 17 communes du Val d'Oise. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai voulu suivre ce webinaire, c'est parce que justement, enfin, ça a été évoqué pendant la visio, mais en fait, on a des composteurs de quartier et on a un enjeu d'entretenir ces composteurs de quartier parce qu'à l'origine, ils étaient gérés par des habitants bénévoles. Or, ces habitants, au fur et à mesure du temps, s'essoufflent, ce qui est tout à fait compréhensible. Et nous n'arrivons pas spécialement pour l'instant à en recruter de nouveaux. Voilà, on se heurte à une forte difficulté à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on assure l'entretien en interne avec les agents du syndicat, quoi. Mais je pense sincèrement que sur du moyen long terme, ça sera pas forcément, on pourra pas forcément continuer comme ça pour toujours, surtout si on arrive à installer plus de composteurs de quartier, ce qui est quand même un petit peu notre objectif. Et donc du coup, c'est aussi pour ça que je m'intéresse aux structures de l'ESS, parce que je me dis que peut-être qu'il y a quelque chose à jouer et que je pourrais peut-être convaincre mes responsables et nos élus de faire appel à ce type de structure. Donc voilà, je venais vraiment pour me renseigner et voir si ce genre de choses existait sur notre territoire. Mais voilà, merci beaucoup pour la Très visio. bien. Mais merci beaucoup. C'est vrai tout le monde le disait, il y a des disparités. Chaque territoire s'approprie les choses différemment. Les collectivités, elles ont aussi des compétences choisies qui peuvent être différentes. Il y a des établissements publics territoriaux qui, des fois, aussi s'emparent des choses. Moi, je suis sur le 92 aussi, sur les clauses sociales. Et je sais que POLD avait fait toute une action, le PT POLD, Paris-Ouest La Défense, autour de l'économie circulaire, où justement, ils avaient présenté aussi des partenariats avec Molino et autres. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des villes qui n'ont pas de méthanisation, mais le compostage. Et justement, si ça peut être intéressant d'en parler parce qu'il y a des exigences différentes pour les particuliers. Par exemple, moi j'habite à Bois-Colombes, il y a quelques tentatives de composteurs. C'est vrai que c'est peut-être plus exigeant, on ne peut pas y mettre tous les mêmes déchets. On a aussi peur des nuisibles. Donc la mairie accompagne très progressivement, voilà, pour pas qu'il y ait de moucherons, pour pas qu'il y ait de rats. Voilà, pour que le particulier respecte aussi la matière sèche, la matière humide. Donc voilà, si vous avez envie de partager aussi des expériences, des difficultés, des expériences avortées ou à succès, n'hésitez pas. Et puis, on va essayer de continuer le 13 novembre. Alors, c'est pareil, si vous voulez le 13 novembre intervenir, si vous voulez nous exprimer vos attentes, ça facilite encore même la préparation. Ça permet de gagner du temps, parce que votre temps est précieux. Et donc, n'hésitez pas à nous faire des suggestions, à nous écrire. Et de toute façon, voilà, si vous demandez d'être sur le groupe LinkedIn, c'est aussi une occasion de vous retrouver, d'échanger en direct. Voilà, puis après, nous, on a besoin d'être autorisé aussi à partager les coordonnées si vous le souhaitez ou pas. Enfin, voilà, n'hésitez pas, hein. On peut faire du lien. Eh bien, il est 12 heures, donc on va vous souhaiter une excellente journée. On est vraiment très heureux. Alors, on a un message de Mathilde Lagrange. Mathilde de Lagrange, les rayons interviennent avec des partenaires associatifs pour l'entretien de composteurs collectifs de quartier. Alors, oui, bienvenue le 13 novembre. Et peut-être qu'avec Maïlis Kermarek, voilà, c'est peut-être une opportunité de rencontre. Je ne sais pas. Les rayons, vous êtes sur quel périmètre géographique? Parce que c'est pareil, quand on va vous inviter, on va mettre la structure d'insertion, ce qu'elle fait, les types de compétences qu'elle a, ses capacités et où est-ce qu'elle se trouve. Et pareil pour les collectivités, les entreprises présentes. Si vous exprimez des besoins, on peut l'écrire dans un petit tableau qu'on vous remettra à l'arrivée et où vous vous trouvez. Alors nous, on est situé à Stan, au-dessus de Saint-Denis, et on intervient actuellement à l'échelle de pleine commune, donc sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et on est déjà intervenu pour le syndicat Émeraude, voilà, mais sur de la collecte de cagettes en bois sur des marchés forains. Donc pour Alice Viguier, enfin une collègue, j'imagine, de Maïlis. D'accord, merci.
Oui, Oui, je les confirme. marchés. Je confirme. Oui, les marchés, on voit aussi que la ville de Paris a des premiers marchés zéro déchet. Enfin voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de sources d'inspiration. Donc voilà, on va essayer de continuer. On a 2 ans devant nous. Donc encore une fois, merci beaucoup pour vos participations parce que les questions, ça fait aussi l'intérêt des webinaires, hein, vos questions et vos interactions. Donc et merci à nos intervenants. Et puis rendez-vous le 13 novembre si vous êtes voilà, vivement invités à nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, excellente journée et à bientôt à l'automne. Merci Par mail. beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.